Mercredi 28 juillet, voici Midi Info. Bonjour, ici Manon Globensky. Oui, Manon Globensky qui cherchait... Si on était vraiment le 28 juillet, ça avance, ça va tellement vite, mais oui, on est à la fin du mois. Soyez les bienvenus à ce Midi Info où on aura peut-être une petite tendance sport puisque après le Radio-Journal de midi, on va vous parler de ce qui est responsable des succès et des insuccès des athlètes olympiques en soulignant surtout les femmes qui s'illustrent aux Jeux olympiques de Tokyo, parfois pour le mieux et des fois moins bien. On pense à Simone Biles, entre autres, la gymnaste américaine. Deuxième sujet sport, eh bien, on n'aura jamais autant parlé de hockey au mois de juillet. Cette fois, c'est pas un épisode glorieux pour faire un mauvais jeu de mots. Ce choix du jeune Logan Mailloux par le Canadien de Montréal qui continue de faire jaser. Par ailleurs, en fin d'émission, vous allez entendre parler de résidus de pesticides sur les bleuets et les framboises que Santé Canada propose d'augmenter après le débat sur le glyphosate, l'herbicide. Qui donc demande cette permission pour les pesticides? Et puis, dans un instant, doit-on ou pas fermer les commerces le dimanche? Bon, ça y est, j'ai oublié. Qui n'est pas content de cette décision? Ce sont les quincailleries, voilà. Les quincailleries qui ne sont pas contents de la réaction du gouvernement du Québec qui dit qu'il n'est pas question pour l'instant de rouvrir ces règlements. Mais d'abord... Donc, on commence avec notre chroniqueur économique, David Dagenet. Bonjour, David. Bonjour, Manon. Avec ce qui vient d'être annoncé, il y avait conférence de presse il y a un instant à Terre-Neuve, entente entre le gouvernement fédéral et la province pour verser des milliards de dollars pour éponger une partie des coûts de la centrale de Muskrat Falls. C'est CBC qui nous en parlait ce matin. On a appris que le gouvernement fédéral est en train de finaliser l'accord de plusieurs milliards de dollars avec Terre-Neuve et Labrador pour une restructuration financière du projet hydroélectrique de Muskrat Falls. On s'attend à ce qu'Ottawa prenne une part substantielle dans le projet et garantisse une plus grande partie de sa dette pour réduire les coûts d'emprunt du gouvernement de Saint John. L'entente pourrait être annoncée dès demain, ou enfin, on le voyait, c'était annoncé en ce moment? C'est-à-dire qu'ils viennent de tenir la conférence de presse qui mettait fin à la rencontre entre Justin Trudeau et le premier ministre de Terre-Neuve et on aura plus de détails puisque cet après-midi, il y a une activité, mais ce ne sera pas la seule annonce à ce moment-là. Et les journalistes assistent en ce moment donc au briefing technique autour de cette entente entre la province et le gouvernement fédéral. Merci de me mettre à jour, Manon. Donc, je disais, oui, l'entente qui est annoncée en ce moment, là, entre Justin Trudeau et son homologue Andrew Furry. On rappelle que le méga-projet de la centrale hydroélectrique est situé au cœur du Labrador. C'est devenu un immense boulet financier pour la province d'un peu plus de 500 000 habitants. Les coûts ont plus que doublé depuis l'annonce du projet, qui est maintenant évalué à plus de 13 milliards de dollars. Une fortune là, pour une province de cette taille. Oui, en même temps, c'est pas vraiment une surprise qu'on annonce ça, David. On savait que ça s'en venait parce que la province était dans une situation intenable. Les premières annonces d'une négociation entre le fédéral et Terre-Neuve sur le financement de Muskrat Falls remontaient à février 2020. Et ça s'était accéléré en décembre dernier. Le premier ministre Trudeau avait nommé Serge Dupont, un ancien greffier adjoint du conseil privé, pour mener les négociations. L'objectif était de trouver un moyen d'atténuer les dommages financiers causés par le projet sans infliger des augmentations de taxes et de tarifs punitifs à une population qui est vieillissante dans la province, qui est aussi la plus en difficulté du pays sur le plan économique. Déjà, au moment d'entamer les négociations, Ottawa avait allégé le fardeau de la province en reportant 800 millions de dollars de paiement de dette et de financement qui étaient liés au barrage. Justement, là, même si on ne connaît pas encore vraiment tout à fait les détails, on s'attend à ce que cette entente-là entre le fédéral et la province donne un gros coup de pouce parce que, bon, à chaque fois qu'on parle de Terre-Neuve, on parle de son budget puis on parle de sa dette. Absolument. L'objectif, c'est vraiment de stabiliser la situation financière de la province. Il faut dire que les défis à Terre-Neuve et Labrador sont énormes. D'abord, les dépassements de coûts de Muskrat Falls menaçaient de faire exploser les tarifs d'électricité de 75 % dès cette année.
Ça crée évidemment de la grogne chez les citoyens. La province est aussi confrontée à une crise fiscale sans précédent. La population est vieillissante, le taux d'activité est parmi les plus bas au Canada, à seulement 56 % et le taux de chômage en ce moment est 13 %, c'est très élevé. Un récent rapport du bureau du directeur parlementaire du budget sur la viabilité financière des provinces concluait que la politique budgétaire à long terme de Terre-Neuve et Labrador n'était tout simplement pas viable. Sans redressement, la province verrait une croissance exponentielle de sa dette, même en absorbant l'essentiel des coûts de Muskrat Falls, qui donnera certainement un gros coup de pouce à la province. On comprend qu'elle n'est pas sortie du bois. Des réflexions sérieuses devront avoir lieu sur son financement à long terme pour éviter la croissance de ses coûts d'emprunt et une éventuelle faillite technique. David, on se reparle dans une quinzaine de minutes pour la chronique. Merci. Et puis Aurélie Lacassagne, notre chroniqueuse internationale, est là. Bonjour Aurélie. Bonjour. On parle d'une décision très attendue de la Cour de cassation française qui est tombée ce matin. Et en fait, c'est dans le cadre de ces histoires de ce qu'on appelle les biens mal acquis par des chefs d'État et de gouvernement africains. Là, c'était le cas du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, qui a définitivement été reconnu coupable, Aurélie. Oui, effectivement. Alors, des années de procédure judiciaire, Théodorin Obiang, donc le fils du président Théodoro Obiang Nguema, promu par son père vice-président, a vu son pourvoi en cassation rejeté donc ce matin. Il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 à 3 ans de prison de sursis, 30 millions d'euros d'amende et surtout la confiscation de tous ces biens qui avaient été saisis en France, on y reviendra, condamné donc pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et abus de confiance. La Cour de cassation aujourd'hui devait se prononcer sur un problème de forme. Le droit français a reconnu Théodorin Obiang coupable d'abus de biens sociaux, mais c'est un délit qui n'existe pas dans le droit de la Guinée équatoriale. Donc les avocats d'Obiang disaient que c'est dans ce pays que l'argent a été détourné pour acquérir ce patrimoine en France. Donc ils remettaient ça en cause. Les juges de la Cour de cassation devaient donc décider s'il y avait ou non ingérence de l'autorité judiciaire française dans le droit équato-guinéen. La décision donc est non, il n'y avait pas d'ingérence et c'était, comme vous l'avez dit, une décision extrêmement attendue par les juristes, les ONG, les populations civiles aussi, sûrement moins par certains dictateurs, parce que c'est le premier jugement qui est rendu sur des biens mal acquis et ça va donc servir de jurisprudence. De jurisprudence parce qu'il y a désormais une loi en France sur les biens mal acquis. Rappelez-nous un peu de quoi on parle exactement. Alors, c'est un concept qui a été mis de l'avant par l'association Transparency International, qui est aussi à l'origine de la plainte contre Théodorin Obiang. Donc les biens mal acquis, c'est les avoirs, les biens publics qui ont été détournés du budget d'un État et puis placés à l'étranger à des fins personnelles. Dans notre cas, ça signifie qu'il y a des biens qui ont été achetés en France avec de l'argent sale, on peut dire ça comme ça, de l'argent détourné du trésor public dans un autre pays, la Guinée équatoriale dans ce cas-là. Et donc, on considère que ce sont des biens qui sont mal acquis. Et à partir du moment où la preuve est apportée qu'il y a eu détournement d'argent et achat de biens avec cet argent, on a alors un mécanisme de restitution des avoirs des biens mal acquis. Donc ces avoirs vont être vendus par l'État français aux enchères et les recettes de ces ventes vont être rendues aux populations qui ont souffert des malversations à la base. Bon, on va donner une idée aux auditeurs de l'ampleur des sommes dans le cas de Théodorin Obiang. 150 millions d'euros de patrimoine. C'est une estimation de la justice française, donc avis aux amateurs de voitures de luxe. 17 autos, des Bugatti, des Maserati, des Rolls-Royce qui vont être mis à l'encan. Et puis si votre budget est plus conséquent, maintenant je sais que vous êtes intéressé par ça, il y a un immeuble avenue Foch estimé à 107 millions d'euros. Oui, avec robinetterie en or, j'ai remarqué, oui. Et je le disais, là, il y a une loi qui existe désormais en France, une loi qui instaure un mécanisme de restitution aux populations. Comment ça va se passer exactement? Oui, ça c'est très important puis fondamental parce que ce qui se passait avant cette loi-là, c'est que l'argent était soit remis à l'État, ce qui ne fait pas beaucoup de sens parce que souvent ça se passe en famille, donc c'est un retour, au bercail, si on peut dire comme ça, ou alors c'était l'État français qui encaissait cette somme si la somme n'était pas réclamée.
Alors en 2019, il y a 2 députés français qui ont remis un rapport à la garde des Sceaux qui avait recommandé de mettre en place un mécanisme spécifique de restitution aux populations des pays d'origine. Donc les fonds saisis ou les ventes générées par la vente des biens vont être transmis à l'Agence française de développement sur une ligne budgétaire dédiée et puis après à charge pour l'agence de mettre en œuvre des projets qui bénéficient directement aux populations. C'est ce projet de loi qui a été adopté il y a 8 jours maintenant par le Sénat français définitivement et qui donc met en place ce mécanisme de restitution. On va pouvoir voir ça Donc, c'est la première fois qu'un haut dirigeant étranger est condamné en France pour des faits de blanchiment, notamment de corruption, mais il y a d'autres affaires en cours. Oui, absolument. Alors, il y a l'affaire absolument énorme et tentaculaire des biens mal acquis supposés par les membres du clan Sassou Nguesso. Les enjeux sont très importants, donc c'est une véritable armée d'avocats embauchés par la famille pour tenter d'éviter la condamnation. L'État congolais a même essayé de se porter partie civile parce que autant pas se gêner, refiler la facture finalement au peuple congolais. C'est la justice française a retoqué ce statut, cette demande de statut. Puis le clan Sassou Nguesso, et surtout un des fils, Denis Christel, est aussi inquiété depuis l'année dernière par le département américain de la justice aussi, dans une affaire de biens mal acquis, une petite résidence de 3 millions de dollars en Floride. Et puis, en mai 2021, on a eu PNB Paribas, la première banque française quand même, qui a été mis en examen pour blanchiment, corruption, détournement de fonds publics, dans l'enquête toujours en cours sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, du clan Bongo, puisque c'est le fils qui a repris les rênes du pays. Ça, c'est toujours en cours, mais c'était la première fois qu'on avait une banque qui était condamnée dans ce genre d'affaires. Il y a plus de 10 ans, quand j'étais basée à Paris, on en parlait déjà. Ça traîne ces affaires. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Et je me tourne maintenant vers Gabrielle Brou. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. On parle Tokyo, on parle des faits saillants des dernières 24 heures aux Jeux olympiques et d'abord, cette médaille de bronze pour la nageuse Penny Oleksiak. Oui, médaille remportée aux 200 mètres libres. Et la jeune nageuse de 21 ans compte maintenant 6 médailles olympiques à sa collection. 1 d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. Et à la sortie de la piscine olympique, Penny Oleksiak dit qu'elle ne s'attendait pas à un si bon résultat à l'épreuve du 200 mètres libres et que ça lui donne beaucoup de confiance pour ses prochaines compétitions. Et si elle gagnait une autre médaille, l'Ontarienne deviendrait également la plus grande médaillée canadienne des Jeux olympiques, hiver et été confondus. Oui, devant Clara Hughes, si je ne me trompe pas. Au tennis, c'est malheureusement pour lui aujourd'hui qu'arrive la fin de l'aventure olympique pour Félix Auger-Aliassime. Oui, fin de parcours pour Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski au tournoi double mix après s'être incliné en 2 manches contre les Grecs. Félix Auger-Aliassime avoue avoir commis quelques erreurs stratégiques, mais dit tirer des leçons de son expérience à Tokyo. Il n'a que 20 ans, en vue d'une participation prochaine aux Jeux de Paris en 2024. Ouais. Et puis on va en parler tout à l'heure, donc après le Radio-Journal. Ce qui retient l'attention, c'est la santé mentale des athlètes. La gymnaste américaine Simone Biles qui s'est retirée d'une 2e épreuve. Oui, les États-Unis perdent nul autre que leur athlète chouchou, leur athlète vedette Simone Biles, elle qui s'est retirée du concours multiple de jeudi pour se concentrer sur sa santé mentale. La gymnaste s'était abstenue au concours général par équipe mardi après avoir raté son premier mouvement au saut. Et l'anxiété de performance pourrait être derrière tout ça, selon la consultante en préparation mentale Véronique Richard, que j'ai rejoint un peu plus tôt à Tokyo. Selon elle, cette même experte, elle dit que l'image de l'athlète fort et invincible reste encore très médiatisée, mais que des modèles un peu plus diversifiés qui excellent à leur façon font de plus en plus leur apparition sur la scène olympique. Et en terminant, autre nouvelle, toujours en gymnastique, il y a Ellie Black, grand espoir canadien, qui ne participera pas, elle, à la finale du concours multiple demain, cette fois-ci en raison d'une blessure à l'entraînement. Oui, c'est le même concours donc, dont se retire Simone Biles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concours général ou multiple individuel. C'est une épreuve où on performe sur plusieurs appareils. Donc, mais la semaine prochaine, on attend avec impatience les épreuves individuelles et on verra, autant si Mme Black que Simone Biles décide d'y participer, est capable d'y participer. Merci beaucoup, Gabrielle. Je vous en prie. Écoutez-nous en direct
à la radio et sur l'application Radio-Canada Audio. L'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction dénonce la décision du gouvernement Legault ou la réaction du gouvernement Legault, l'appelez-la comme vous voudrez, puisque hier, donc, on a appris qu'on refusait de modifier la loi sur les jours d'admission dans les commerces pour leur permettre de fermer le dimanche sans subir la concurrence des grandes surfaces. Et cette association, elle représente plus de 900 quincailleries au Québec. Elle dit qu'elle va se mobiliser d'ici la fin des vacances de la construction. Donc, on est dans la deuxième semaine des vacances de la construction. On va en savoir plus avec le président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, Richard Darvaux. Bonjour, Monsieur Darvaux. Bonjour, Mme Tobenski. Alors, lundi, il y avait cette lettre ouverte dans laquelle vous expliquez pourquoi vous demandez une modification de la loi sur les jours d'admission dans les commerces. On va faire un petit retour pour que les gens sachent bien de quoi on parle. Depuis quelques décennies maintenant, on permet à tout commerce de vendre à peu près tout et à des heures très étendues. Alors, notre idée, c'est pas de retourner en arrière, c'est juste de prendre acte de changements qui ont été provoqués par cette fameuse pandémie. Je sais qu'elle a les épaules larges, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est pas exagéré d'affirmer que et les consommateurs et les chefs d'entreprise envisagent une vie un peu différente. Et puis les employés des commerces également, ils ne sont pas étrangers à tout ce que l'on vit. C'est-à-dire que tout le monde veut gagner un peu mieux son pain, avoir un équilibre vie, famille, loisirs. Et quand on travaille dans une quincaillerie, on n'a pas un super gros salaire. Puis on pourra revenir sur ce point si vous le désirez. Mais surtout, on est obligé de travailler à toutes sortes d'heures, à toutes sortes de journées. Et puis les gens ne veulent plus travailler le week-end quand ils ont une certaine expérience. Et là où le bas blesse, c'est que vous, comme consommatrice, si le magasin est ouvert le dimanche, puis que c'est cette journée-là qui fait votre affaire, les chances que vous soyez bien servi en termes d'expertise deviennent très faibles parce que ce sont les nouveaux arrivés, les nouveaux employés, les green, comme on les appelle, qui vont vous servir. Alors, finalement, on ne s'en sort pas comme expérience client, alors que en réalité, la différence entre aller dans un magasin physique puis magasiner sur Amazon, c'est pas juste le sourire, c'est l'expertise du conseiller vendeur et c'est ce qu'on veut protéger, sécuriser les métiers spécialisés que sont ceux de faire du commerce. Et ça passe, selon nous, par une réduction des heures d'ouverture pour nous aider à payer mieux nos employés et à faire en sorte que les clients soient mieux servis en magasin physique. Oui, je le disais, vous regroupez plus de 900 quincailleries au Québec. Est-ce que c'est une affaire de quincailleries dans les grandes villes versus quincailleries dans des plus petites villes ou des villages? Oui, je vous ai entendu dire au début, c'était par rapport aux grandes surfaces, mais peu importe la taille ou la région ou la bannière, le symptôme est ressenti de façon égale. La seule différence, c'est que si c'est un magasin, comme on dit en mauvais français, corporatif, dont le siège est en quelque part aux États-Unis là, ce sont des succursales. Les gérants n'ont pas leur mot à dire sur les heures d'ouverture, mais ils n'en sont pas moins conscients que quand ils veulent embaucher, retenir leurs employés, ils font face à cette difficulté qui est de dire, il va falloir que tu travailles un dimanche sur 2 et puis je peux pas te donner un trop gros salaire. Il faut comprendre que si on coupe une journée, on coupe à peu près 15 à 20 des frais opérationnels et cette somme gagnée pourrait être offerte aux employés qui restent pour les 6 autres jours. Ça fait toute la différence entre une entreprise qui est plus ou moins rentable et donc plus ou moins attirante pour les investisseurs, pour la relève, les gens qui sont des employés clés ou les fils ou les filles des propriétaires de quincailleries voient les leurs travailler trop longtemps, jamais de congé, et puis ils se disent, est-ce que je veux vraiment prendre la relève de ce magasin? Alors, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais on a tout autant une pénurie de relève à l'entrepreneuriat. Oui, mais bon, dans les petits villages, les quincailleries, ça a presque remplacé les magasins généraux. Là. Fermer le dimanche, c'est presque du luxe.
Vous savez, votre collègue de la presse me confiait qu'elle a eu à peu près 1000 réactions. En fait, c'était le sujet, la question de l'ouverture, la fermeture des dimanches qui a fait le plus réagir les gens depuis une couple de décennies à la presse. Et c'est dans des proportions de 90% que les gens qui réagissent disent on est en faveur de cette idée-là de consommer mieux. Puis, pas de consommer moins, mais de permettre à tout le monde d'avoir une vie plus équilibrée. Et on en a un peu contre la Walmartisation, tiens, on va inventer ce mot, du commerce de détail, c'est-à-dire vendre des produits plutôt qu'offrir des services. Vous savez, quand on va au Walmart, on pense pas rencontrer un conseiller qui s'y connaît plus que en nous. peinture, disons. Voilà. Mm-hmm. Mais par contre, cette attente est très, très grande en quincaillerie. Et c'est ça qu'il faut entretenir. J'ai comme l'impression que le gouvernement du Québec, lorsqu'il va prendre acte du mouvement quand même beaucoup plus fort dans toutes les régions du Québec, j'ai l'impression qu'il va nous ouvrir la porte pour dialoguer sur ce sujet. Mais là, on a un gouvernement qui dit qu'il préfère laisser la liberté aux commerçants de fermer s'ils le désirent. Alors, qu'est-ce qui vous empêcherait de fermer si vous le désirez? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, 40% des fameuses 1000 quincailleries du Québec n'ouvrent pas les dimanches. Mais ça se fait quand même à leur détriment parce qu'il s'agit qu'il y en a un ou deux de leurs concurrents qui, eux, décident d'ouvrir. Et puis finalement, ils sont cannibalisés et de la clientèle et des employés ou des parts de marché. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge de cette manière-là. Vous savez, il y a eu au cours des années beaucoup de décrets qui ont mis des exceptions à cette fameuse loi sur les heures, les jours d'admission du public dans les commerces. Mais je pense qu'on est rendu à la réviser parce que la société est en plein changement. Il faudra juste que la CAQ en prenne acte. Mais bon, le dimanche, vous le dites, là, ça fait un peu l'affaire de tout le monde parce que c'est la fin de semaine, c'est le temps où j'ai le temps de faire mes courses. Pourquoi pas identifier une autre journée? Comme le lundi, je voyais à Montréal, Milano, eux vont fermer par la grande épicerie parce que, pas pour un problème de main-d'œuvre, mais quand même. Donc, le lundi, c'est leur plus petite journée. Oui, ou les coiffeurs aussi, si je ne m'abuse. Hein? Oui. Se donnent le mot puis ferment la même journée du lundi. Le dimanche, c'est pas par rapport au Seigneur, là, c'est par rapport au fait que c'est quand même la journée où on veut être en famille ou entre amis pour nos loisirs. Alors, les propriétaires de commerce et leurs employés ont droit aussi à cela. L'expérience de la pandémie, lorsque tous les commerces ont été forcés de fermer soit 7 jours ou du moins le dimanche, vous vous souvenez, en avril 2020, a démontré que les gens avaient beaucoup plus de compréhension qu'on pensait, étaient en train de s'ajuster. Et puis, il faut aussi se dire que le 9 à 5, du lundi au vendredi, atteint moins de monde aujourd'hui que hier. Et donc, le télétravail, les horaires cassés, ajustés à la vie privée de chaque employé, ça devient plus la norme que l'exception. Donc, l'idée de fermer tous le dimanche, la même journée, ça nous apparaît encore la meilleure option. Mais si le gouvernement veut envisager d'autres scénarios, oui, qu'on se parle. Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Chronique économique de David Dagenet. Rebonjour, David. Rebonjour, Manon. On parle d'un gros morceau, là, quand même, l'administration Biden qui a annoncé ce matin c'est les règles à venir, dans le fond, pour renforcer le Buy American Act, cette idée qu'on donne préséance à ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est produit aux États-Unis. La loi Buy American Act, ça encadre les dispositions qui favorisent les entreprises américaines dans les approvisionnements du gouvernement et de ses agences. Présentement, le gouvernement américain exige que lorsqu'il achète un bien, 55% de son contenu proviennent des États-Unis. Joe Biden voudrait voir ce pourcentage croître progressivement à 75%. Le niveau serait d'abord rehaussé à 60% et il augmenterait progressivement ensuite à 75% sur une période de 8 ans. Autre mesure phare du projet de loi, mettre en place un barème de prix préférentiel pour certains produits et composants jugés stratégiques
et produits aux États-Unis afin d'éviter à l'avenir des pénuries de biens importés. On voit ici, là, dans cette nouvelle-là, dans cette mesure-là, l'effet de la prise de conscience qu'a provoqué la pandémie. Les chaînes d'approvisionnement ont été bouleversées. Ça a souligné la très grande dépendance de la plupart des pays développés pour bien des produits stratégiques, du matériel médical, par exemple. Rappelez-vous, au début de la pandémie, là, la pénurie de masques et de ventilateurs. Et les enchères sur les pistes de décollage des aéroports, oui. Ben oui, et la même chose avec les semi-conducteurs, hein, pour lesquels on vit encore des pénuries. Donc, ce sont des produits qui sont souvent importés d'Asie. Les États-Unis veulent se donner les moyens de produire chez eux des biens stratégiques comme ceux-là, notamment en offrant des contrats d'approvisionnement réguliers et prévisibles. Le pouvoir d'achat du gouvernement fédéral américain est important, on s'en doute. Ça représente plus de 600 milliards de dollars en achat de biens et services, puis il y a plus de la moitié de ça là, qui sont des produits manufacturés. Bon, à cause de notre proximité aux États-Unis, c'est sûr que ça réagit de ce côté-ci de la frontière. On imagine que ça aura un impact, là, veut pas. Absolument. Ben, beaucoup de réactions de la part des observateurs. Toujours pas de réaction de la part du gouvernement, qui est toujours très prudent, veut pas froisser le géant américain. Mais c'est sûr que ça va inquiéter le gouvernement Trudeau, hein, qui peine à négocier des exemptions formelles aux dispositions Buy America. Le Canada n'a pu négocier une exclusion complète à ces clauses lors de la renégociation de l'ALENA, mais les entreprises canadiennes continuent de bénéficier des exemptions partielles. Bon, notamment sur certains achats, là, c'est encadré par l'OMC. Le problème, c'est que la plupart des contrats d'achat aux États-Unis sont faits par des agences ou des États ou des villes avec de l'argent fédéral, mais qui est exclu de ces exemptions-là. Il y a bien eu quelques accords bilatéraux là, par le passé. On pense notamment aux provisions qui touchaient là, les investissements massifs du gouvernement américain après la crise de 2008. Là, on avait vraiment eu un accord formel entre le Canada et les États-Unis là-dessus pour permettre aux compagnies canadiennes d'appliquer sur ces contrats. Mais il n'y a rien de tel là, qui semble être à l'horizon en ce moment. La stratégie des entreprises canadiennes, mais ça a souvent été de faire du lobby auprès des agences gouvernementales pour obtenir des exemptions pour pouvoir appliquer sur des contrats spécifiques. Les départements et les agences américaines ont le pouvoir de ne pas appliquer les mesures d'approvisionnement du Buy American Act si elles jugent que les produits ne sont pas disponibles aux États-Unis ou si un produit, un service offert à l'étranger de meilleure qualité. Mais une des premières directives de l'administration Biden après son entrée au pouvoir en janvier, ça a justement été d'exiger que le gouvernement et ses agences révisent et limitent cette pratique de donner des exemptions. Bon, on a peu de données là, publiques précises sur l'origine des achats gouvernementaux américains, mais en 2015, on estimait que les achats de biens et services canadiens, c'était 0,3 % du total. Ça représentait seulement 674 millions de dollars. En fait, maintenant, on ne compte plus le nombre d'entreprises canadiennes qui déménagent ou étendent une partie de leur production aux États-Unis pour se qualifier pour les contrats d'approvisionnement fédéraux. Le projet de loi annoncé aujourd'hui est une priorité pour l'administration Biden. On se doute bien qu'il obtiendra l'appui bipartisan au Congrès. Le gouvernement Trudeau semble bien démuni là, pour faire face à cette poussée de protectionnisme de nos voisins du Sud. Et puis, on a vu tout l'impact que peut avoir la publication d'un taux d'inflation quand celui des États-Unis a été publié. Là, c'est celui du Canada en juin qui est publié ce matin. Oui, on remarque un certain ralentissement, Manon, de l'inflation. Donc, l'inflation au mois de juin s'est établie à 3,1 %. C'est moins qu'en avril et en mai. Et bien en dessous du 5,4 américain. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est poussé notamment ici par l'augmentation du prix. Personne va être surpris là, par l'augmentation du prix du transport et du logement qui ont connu des hausses de 5,6 et 4,4 % respectivement. Les prix de certains aliments, les légumes frais et le bœuf notamment, ont baissé substantiellement. Dans le fond, ce qu'on observe, là, c'est des variations fortes dans certains secteurs qui sont le résultat direct là, des fluctuations énormes qu'on a connues dans l'économie après le début de la crise de la COVID. Parce qu'évidemment, ce qu'on observe dans l'inflation, c'est la variation des prix par rapport à il y a 12 mois. Oui. Donc, on sortait à ce moment-ci, là, en 2020, à peine du confinement énorme là, de la première vague. Pour l'année 2021 dans son ensemble, Statistique Canada prévoit toujours une inflation modérée à 2,2 % environ. Du côté du Québec, l'inflation en juin était un peu plus élevée que la moyenne nationale, à 3,7 %, mais tout de même en recul par rapport à mai où est-ce qu'on avait dépassé le 4 %.
Et puis, ben, on les surveille toujours, hein? Discours cet après-midi du président de la Fed américaine. On s'attend à ce qu'il se prononce là, sur les risques que laisse planer la résurgence de la pandémie et du variant Delta sur l'économie américaine. Ce qu'on va vraiment surveiller, Manon, là, c'est si la Fed va donner des indications par rapport à la fin de ces injections de liquidités dans les marchés. Là, elle achète toujours 120 milliards d'obligations par mois. C'est noté. Merci beaucoup, David. À demain. Et voilà pour cette première partie de Midi Info. Revenez-nous après le Radio-Journal. Il sera donc notamment question de ce qui fait et de ce qui défait les grandes athlètes olympiques. Vous écoutez Midi Info avec Manon Globensky. Rebonjour. Au cours de la prochaine heure, on aura avec nous Dominique Gauthier, ancien olympien et analyste pour Radio-Canada durant les Jeux olympiques de Tokyo, pour analyser les très bonnes performances et les contre-performances des athlètes féminines pendant les Jeux. Et puis, vous l'avez entendu au Radio-Journal, que fera le Canadien de Montréal devant les nombreuses critiques en réaction au choix du jeune défenseur Logan Mailloux, reconnu coupable et condamné en Suède pour infraction de nature sexuelle? Yves-Thomas Dorval, l'ancien président du Conseil du Trésor, commente l'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, il veut revenir, entre autres, sur la difficile position des partenaires commerciaux du CH. Ensuite, on va se demander si le chef du NPD, Jagmeet Singh, a raison quand il dit que la gouverneure générale peut refuser de dissoudre le Parlement à la demande du premier ministre, ce que, selon toute vraisemblance, il va faire d'ici la fête du travail. Et puis, Aurélie Lacassagne nous parlera de la reprise des pourparlers nucléaires entre États-Unis et Russie, mais pas que. Emmanuel Macron était en Polynésie. Il avait un discours très intéressant ce matin, justement, sur les retombées, les poursuites, en fait, des survivants aux essais nucléaires des années 90 là-bas. Mais d'abord... 5 mètres à faire! Dites-moi ses premières! Et Penny Oleksiak est 3e médaillée de bronze! Bravo! 6e médaille olympique pour la Canadienne! Elle égale le record de Cindy Glasson. C'était hier soir l'épreuve de natation du 200 mètres libre qui a valu une médaille de bronze à la Canadienne Penny Oleksiak, faisant d'elle, vous l'entendiez, l'athlète canadienne qui a obtenu le plus de médailles aux Jeux olympiques d'été. Les femmes en épreuves individuelles ou d'équipe sont d'ailleurs responsables des 9 médailles obtenues par le Canada jusqu'à maintenant. D'autres femmes athlètes s'illustrent dans ces Jeux qui sont les plus équitables de l'histoire, avec presque 49% de femmes participant aux épreuves, 60% dans la délégation canadienne. Et parfois, ce sont les contre-performances qui monopolisent l'attention. On pense à la grande gymnaste Simone Biles. Qu'est-ce qui fait et défait les grandes athlètes olympiques? J'en parle avec Dominique Gauthier, analyste pour Radio-Canada pendant les Jeux olympiques, ancien olympien lui-même à Nagano, conjoint d'une olympienne et fondateur de B210, une fondation qui prépare les futurs champions. Bonjour Dominique. Bonjour Manon. Dominique, ma première idée, c'était de vous parler de ces femmes athlètes qui nous impressionnent tellement depuis le début des compétitions. Il y a bien sûr Penny Oleksiak, mais je pense aussi à Flora Duffy, lundi, au triathlon, qui remporte sous la pluie une première médaille d'or pour les Bermudes, loin devant ses rivales. Oui. J'aimerais ça qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est le déclic qui fait qu'on passe d'athlète d'élite à médaillé olympique. Bien, le déclic est d'un, pour en rester vraiment là, concentré sur les femmes en général. Nous, d'un, au Canada, je pense que sans être parfait, on est quand même meneur en ce qui est d'équité des genres et surtout dans le sport. Je pense qu'une jeune fille, autant qu'un jeune garçon, a accès au sport ici au Canada. Et en même temps, vous savez, le financement du sport est quand même fait en fonction de nos chances de médaille. Et comme le Canada a pris cette approche, bien, sur la scène internationale, c'est sûr qu'à cause justement que l'équité des genres n'est pas pareille partout,
c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités du côté des femmes. Donc, si on amène des ressources, si on amène de l'argent et du support, bien, ça nous permet d'être plus compétitifs chez les femmes, alors que chez les hommes, la pyramide internationale, si vous voulez, elle est malheureusement encore beaucoup plus grande. Mais c'est en train de changer. Puis vous le dites si bien, c'est vrai que les performances féminines, là, c'est plus juste « Ah, c'est bon pour une fille. » Là. Et d'un, on n'a pas le droit de dire ça, mais de deux, on peut même plus le dire, même si on voulait le dire. Les femmes sont absolument extraordinaires, puis elles se surpassent d'une Olympiade à l'autre. C'est merveilleux à voir. Bon, sentir qu'on peut le faire, donc nous faire croire qu'on a toutes les chances d'y arriver, c'est une chose, mais ça n'a pas été une année facile, une année de COVID. Est-ce que on se sent aussi prêt à compétitionner malgré l'année qui vient de se passer? Ça a été extrêmement difficile, comme pour tout le monde, là, les gens qui nous écoutent. Il n'y a personne pour qui ça a été facile, même s'il y en a qui s'en sont sortis mieux que d'autres. Mais pour nos athlètes, il faut comprendre que les restrictions qu'on a vécues au Canada étaient beaucoup plus grandes que celles de plusieurs pays, surtout des pays de l'Europe de l'Est, où nos athlètes, si je prends des exemples des athlètes en lutte ou en judo, pouvaient regarder les comptes Instagram de leurs compétiteurs et de voir qu'eux continuaient à s'entraîner dans des situations presque optimales. Et la même chose avec la natation, puis je pourrais vous énumérer plusieurs sports comme ça. Par contre, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que nos athlètes, depuis quelques mois, où on a eu une espèce de retour à la normalité là, en fait d'entraînement, et même on a vu quelques compétitions, c'est que nos athlètes se sont améliorés à travers tout ça. Et peut-être qu'il y a une leçon à prendre. Et moi, ce que je dis depuis le début, c'est que peut-être que la COVID nous a donné une opportunité de faire une espèce de grand laboratoire qui nous aura permis de comprendre qu'il y a peut-être une façon différente de faire les choses, différente de s'entraîner, puis qu'on n'a pas toujours besoin de nager pour devenir le meilleur nageur au monde. Bon, c'est pas un conte de fées pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a une fin Cendrillon, mais en général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une préparation différente et qui donne des résultats différents et, somme toute, meilleurs de ce qu'on voit présentement. C'est extraordinaire. Une de celles qui ne connaît pas de conte de fées, hein, c'est la gymnaste américaine Simone Biles. C'est quand même une grande athlète, extraordinaire athlète. On va l'écouter là, alors qu'elle expliquait son retrait de la compétition par équipe. It's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are. Donc, Simone Biles qui a expliqué que c'est pour prendre soin de sa santé mentale qu'elle s'est retirée. Elle dit que c'est tout à fait correct de le faire, mais qu'est-ce qui... là, on vient d'explorer un peu ce qui fait une grande athlète. Qu'est-ce qui les défait? Vous savez, les athlètes olympiques, je vous dirais, faut être un peu fou hein, d'avoir ce rêve-là. C'est un rêve complètement fou de dire que je vais être le meilleur au monde à une journée précise et cette journée-là va se présenter à tous les 4 ans. Et donc, tout ce qu'on ne contrôle pas doit arriver et tout ce qu'on contrôle doit arriver également. Et nos athlètes, on les met souvent sur des piédestals, on les voit comme des héros, presque des dieux grecs, tu sais, pour faire des images olympiques. Mais en bout du compte, ce sont des humains comme vous et moi qui sont aussi remplis de fragilité. Et souvent, l'athlète va repousser ces sentiments-là, n'en parlera pas parce qu'on ne peut pas montrer à nos compétiteurs, et même à l'époque, on ne voulait pas trop montrer à nos entraîneurs qu'on avait ces failles de peur de ne pas se faire sélectionner. Et donc, si ça arrive à ces gens-là qui sont non seulement des héros, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui ont beaucoup, beaucoup de médailles, imaginez, Manon, tous les athlètes qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas gagné de médaille, ils ne gagnent pas d'argent, mais qui vivent quand même ces stress, cette anxiété qui vient avec souvent la carrière d'un athlète. Donc, je ne dis pas que c'est tout le monde qui souffre de ça, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et heureusement, grâce à Simone Biles, grâce à ces autres grands athlètes qui commencent à parler haut et fort et à ne pas se cacher derrière ça, on va peut-être changer les choses dans le sport, mais surtout dans la façon dont on prépare une athlète lorsqu'il a déjà 12, 13, 14 ans, aussitôt qu'ils arrivent parmi l'équipe provinciale, même nationale. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait adresser une fois qu'on voit le problème. Allons-y en amont, avant que le problème apparaisse. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Est-ce qu'on a sous-estimé, Dominique, l'absence de membres de la famille, l'absence de public? Je pense que oui, et surtout dans son cas à elle. Écoutez, elle, on le savait déjà là, qu'elle avait vécu des choses, pas besoin de rappeler l'histoire
De son enfance difficile, oui. De son enfance difficile, également, bon, avec, je veux même pas prononcer son nom, Manon. L'ancien entraîneur, oui. En fait, pas l'entraîneur, le docteur. Et donc, d'arriver là-bas à Tokyo sans son entourage, effectivement, une athlète comme elle, probablement que ça n'a pas aidé. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un sport très acrobatique. Tu sais, vous savez, la gymnastique, on n'identifie pas ça au sport extrême, mais c'est très extrême. Et les acrobaties, les vrilles, les pirouettes, ça arrive souvent aux athlètes de ces sports-là. Moi, je viens du domaine du ski acrobatique et on en a vu beaucoup des athlètes en saut acrobatique qui, soudainement, perdent complètement leur sens aérien. Et je ne serais pas surpris, Manon, si ce n'est pas ce qui se passe également là. Au-delà de tout ce qu'on sait de l'histoire de Simone Biles, j'ai l'impression qu'elle a probablement perdu ce sens aérien-là puis qu'elle ne voulait plus prendre de risques. Et c'est pour ça qu'elle se retire. Donc, c'est pas hors norme que ça arrive dans des sports qu'on qualifie de sports acrobatiques et mélanger à ça la situation de la santé mentale. Et ça fait une grande championne qui doit se retirer pour l'instant à Tokyo. Mais oui, vous avez raison. Le manque d'entourage, c'est sûr que ça y a joué pour beaucoup. Et pour plusieurs athlètes, dont Amélie Kretz, pour ramener ça au Québec, hein, on l'a senti, la triathlète, après sa performance, elle aurait tellement aimé ça, voir les gens qui sont près d'elle, avec elle à ce moment-là, mais elle était seule à Tokyo, donc c'est pas nécessairement facile à vivre. Dominique Gauthier, analyste des JO, cofondateur de B210 qui a une vingtaine d'athlètes aux JO de Tokyo. Merci beaucoup. Oui, exactement. Merci à vous. Bonne journée. En tant que fan fini du Canadien, il faut que j'avoue que j'ai été très déçu de la décision. Je pense que ça a été une erreur de jugement. Je pense que le club a des explications à offrir aux Montréalais et aux fans à travers le pays. C'était le premier ministre Justin Trudeau qui réagissait hier au choix du club de hockey canadien de Montréal de repêcher le défenseur Logan Mailloux, condamné en Suède pour avoir partagé une photo de nature sexuelle. Cette décision, elle suscite toujours de fortes réactions, tellement que les indications qui vont venir du directeur général Marc Bergevin cet après-midi quant à la suite des choses sont vraiment attendues avec impatience et pourraient remettre en cause des partenariats commerciaux lucratifs pour le CH. J'en discute avec Véronique Arsenault, présidente fondatrice de Exponentiel Conseil, une boîte de relations publiques. Bonjour, Madame Arsenault. Bonjour. Est-ce que le CH s'attendait, à votre avis, à ce que cette controverse qui a quand même commencé vendredi soir dure aussi longtemps? C'est une excellente question. Effectivement, je pense que le Canadien s'attendait, c'est sûr, à une certaine réaction. Ceci étant dit, comme vous le dites, c'est depuis vendredi, donc le temps passe et ça prend beaucoup d'ampleur. Donc là, la suite va être très importante, effectivement, pour eux. Dans des cas comme ça, puis je pense à Tiger Woods, entre autres, habituellement, ça dure quoi? 48 heures? Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est que le premier 24-48 heures, on peut regarder un peu aller, on peut se dire, bon, une nouvelle va durer peut-être 24 heures, mais là, disons que quand on a passé le cap du plus de 48 heures, définitivement, c'est que là, le temps passe et là, ça prend de plus en plus d'ampleur, comme je disais. Donc là, c'est sûr que on peut plus penser que que le brasier va s'éteindre tout seul. Donc, ça n'arrivera pas, effectivement. Bon, ils étaient prêts quand même, hein, Véronique Arsenault, avec un communiqué de presse au moment du repêchage, évoquer cette aide que le Canadien va offrir à Logan Mailloux. Mais de toute évidence, ça passe pas. Quand est-ce qu'une organisation là, doit rajuster son message? Oui, bonne question. En fait, oui, ils étaient prêts dans le sens que je pense que, comme je le disais, ils anticipaient une certaine réaction. Je pense qu'ils ont peut-être mal évalué justement l'ampleur que ça allait prendre. Puis oui, offrir une aide à ce jeune, bon, c'est une chose. Maintenant, comme je disais, la suite va être assez importante. On parle de peut-être cet après-midi. Disons que plus tôt, ce sera mieux, comme on dit. Il y a un contexte aussi qui est là, social. On a été beaucoup exposés dans les dernières années à tout ce qui se passe avec tout ce qui est arrivé avec le mouvement MeToo. On est de plus en plus exposés à des cas de violence conjugale dans les médias. On parle aussi de plus en plus de féminicide. Donc, il y a comme il y a quelque chose qui est là en trame de fond
qu'on peut pas penser que, on peut pas faire abstraction de ça, de ce contexte-là qui est là. Donc, quand une organisation prend une décision, dans le fond, l'organisation va regarder, moi j'ai toujours l'image un peu d'un tableau de bord, elle va regarder sur son tableau de bord, c'est comme un peu dans son véhicule, les différents voyants, qu'est-ce qui s'allume, qu'est-ce qui s'allume pas, puis bon, on va prendre une décision en se disant, bon, ici j'ai plus de risques potentiels, là peut-être moins, et va aller de l'avant avec une décision. Bon, ce qui arrive ici dans ce cas-ci, c'est que finalement, ils ont probablement sous-estimé le risque réputationnel. Donc, l'organisation se retrouve vraiment sous les feux de la rampe, un peu, parce que justement, ça tarde trop. Puis, c'est aussi qu'il y a deux conversations importantes en ce moment. D'un côté, les gens peuvent regarder le sportif en tant que tel et se dire, bon, ben c'est un jeune talent sportif qui a du potentiel, donc regarde plus l'aspect résultat sportif. Puis de l'autre côté, ben il y a toute cette autre conversation-là que j'appelle sociale, qui a pris beaucoup d'ampleur, justement, dans les derniers jours, parce que quand on est rendu que des politiciens jusqu'au premier ministre du Canada commentent, bien entendu, c'est jamais ce qu'une organisation souhaite. Oui, parce qu'il y a un contexte, et vous le soulignez, là, tout ce qu'on a appris de ce mouvement MeToo. Je voyais la caricature dans Le Devoir d'aujourd'hui de Godin qui met Marc Bergevin en punition pour avoir fait reculer la société. Marc Bergevin qui a les yeux voilés par son masque anti-COVID au lieu de la bouche, mais il y a un potentiel de conséquences financières aussi. Là, on voit les commanditaires, tous les gens disent qu'ils prennent la température de l'eau, mais ça ne tardera pas, hein, je présume. Là, votre expérience est certainement meilleure que la mienne pour qu'il y ait des décisions, là. Ben effectivement, puis je vous dirais que la suite va être importante aussi pour eux. Donc, il y a une occasion de communiquer avec les publics, puis la façon de le faire, puis ce qui va être dit et les gestes qui vont être posés vont être importants. Puis, premièrement, je pense qu'il faut reconnaître, le CH doit s'expliquer davantage, doit faire preuve d'humilité. Il y a eu un manque de sensibilité d'avoir dans le choix, où il y en a qui ont parlé de manque de jugement. Bon, il y a différents termes qui ont été soulevés, mais tu sais, définitivement, ils doivent faire preuve de plus d'humilité. Parce que, bon, comme vous le dites, effectivement, la chaleur un peu s'est tournée vers les commanditaires qui se retrouvent pris dans la tourmente, un peu pris entre l'arbre et l'écorce, parce que d'un côté, eux ne souhaitent pas non plus... en fait, comme décision d'entreprise, ils prennent des décisions et c'est sûr que là, ils se questionnent par rapport à ce qui va arriver dans ce dossier-là. Donc, est-ce que la question, encore là, je fais appel à votre expérience, est-ce que déjà le Canadien connaît les conséquences, par exemple, de demeurer constant, disons, de continuer là, avec cette décision de repêcher Logan Mailloux? Ben, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse simple à ça, dans le sens que ils connaissent, oui, ils en connaissent une partie. Ceci étant dit, comme on le voit dans ce cas-là, la situation évolue, fait que des fois les paramètres peuvent changer aussi avec le temps. Mais déjà là, le fait que ça dure depuis vendredi, plusieurs jours ont passé, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a déjà, ils doivent maintenant poser des gestes concrets. Fait que faire preuve d'humilité, c'est une chose. Sortir de sa bulle, reconnaître dans le fond l'erreur qui a été faite. Puis poser des gestes concrets, ça peut pas seulement être aussi de belles paroles. Donc, il faut vraiment, parce que les gestes qu'ils vont poser par la suite vont être regardés aussi. Il y a une pression sociale qui est là, comme on disait. Il y a des politiciens qui ont pris position aussi là-dedans. Les commanditaires se questionnent. Donc, il y a l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème qui là, se sent un peu mal à l'aise de cette décision-là. Donc, c'est ça, le CH va devoir poser un geste qui est important. Mm-hmm. C'est quand même un symbole, le CH. Là, donc. Véronique Arsenault, présidente fondatrice de Exponentiel Conseil, boîte de relations publiques, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Vous écoutez Midi Info. Et notre commentateur de l'actualité aujourd'hui, c'est Yves Thomas Dorval, ancien président du Conseil du patronat. Bonjour. Bonjour. Yves Thomas, on vient d'en parler, là, ce repêchage de Logan Mailloux par le Canadien de Montréal qui continue de susciter la controverse.
Parlons un peu là, des partenaires commerciaux du CH. Elle le disait, Mme Arsenault, ils sont dans une position un peu intenable. C'est-à-dire que là, c'est comme si le Canadien, n'agissant pas, tous les yeux sont tournés vers les commanditaires. Oui, tout à fait. Écoutez, ça va être un enjeu très délicat. L'enjeu réputationnel, c'est toujours important pour toutes les organisations, mais d'entrée de jeu, permettez-moi quand même de souligner qu'il y a eu un acte répréhensible, criminel, il y a une victime dans ça, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter en partant. On se l'a dit, là, le débat s'est transposé maintenant sur l'acte d'une décision d'une entreprise qui est le Canadien de Montréal, une entreprise fortement établie, enracinée ici, qui doit faire preuve, évidemment, d'être conscient des enjeux qu'il peut créer dans la société. Parmi les enjeux, il y a des enjeux humains, sociaux, il y a toutes sortes d'enjeux, mais il y a aussi celui économique, bien sûr, et des partenaires de commanditaires qui se posent la question aujourd'hui, écoutez, dans le contexte où on vit aujourd'hui, et toutes les entreprises, vous savez, sont maintenant exposées à énormément d'enjeux en matière de perception, de responsabilité sociale, de développement durable. Il faut tenir compte des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est pas juste les clients. Et vous, le Canadien, a regardé probablement davantage la partie prenante, les amateurs qui suivent le hockey, mais c'est dans une société où il y a beaucoup d'autres parties prenantes. Les commanditaires sont dans la même situation actuellement et ils sont certainement en communication avec le Canadien pour obtenir davantage d'engagement de la part du Canadien, d'explications, sans quoi ils sont au risque de voir, le Canadien risque de voir des partenariats se retirer. Pourquoi? Parce que la marque, l'image corporative des commanditaires est aussi concerné dans ce genre de situation-là. Oui. Et on voit, entre autres, Bell, qui est un important partenaire commercial, c'est même un actionnaire du club de hockey, qui ne dit rien pour l'instant. En fait, ça dit tout de ne pas les entendre. Oui, effectivement, ça veut dire que les commanditaires sont en dialogue probablement assez significatif avec le Canadien de Montréal. Maintenant, vous savez, il y a des engagements et c'est pas toujours facile de se retirer. Puis c'est pas toujours facile aussi de voir l'impact à contrario, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, par exemple, le jeune en question a le droit à une deuxième chance. À mon avis, la deuxième chance dans la vie, il faut passer par un purgatoire, puis il faut passer par de la démonstration. Et votre intervenante précédente l'a bien mentionné, ça va au-delà des paroles, c'est des actions. Et là, le Canadien s'est placé dans une situation extrêmement délicate. À mon avis, c'était pas la bonne décision, mais cela dit, je suis pas un spécialiste du hockey, mais je suis un spécialiste, par contre, de la gestion d'enjeux et de la réputation. Et à ce moment-ci, c'est fortement éprouvé. Alors, les commanditaires, vous en avez mentionné un, il y en a beaucoup. En même temps, le Canadien est un vecteur très important de communication dans l'espace public. Parce que c'est d'abord, dans les médias, c'est abondamment couvert, tous les types de médias, mais c'est aussi, il y a beaucoup de Québécois et de personnes hors du Québec qui suivent évidemment l'équipe et ses résultats. Donc, il faut prendre en considération ces éléments-là. Mais au-delà de ça, les entreprises aujourd'hui sont obligées de répondre à des critères, même au niveau boursier. Maintenant, il y a des critères énormes qui sont placés sur la réputation et sur la responsabilité sociale. Puis le développement durable ne peut pas se faire sans tenir compte de ces éléments-là également. Donc, ces entreprises-là sont vraiment mal placées, mais c'est aussi le cas lorsqu'on choisit, par exemple, un porte-parole pour des campagnes de publicité, puis que le porte-parole se met les pieds dans les plats ou est poursuivi pour d'autres choses. Alors, vous voyez, il y a des parallèles qu'on peut faire très bien avec d'autres situations qu'on a vues avec par exemple, des vedettes ou des personnalités publiques. Quoique, je me demande, et on verra, si avec la Sainte Flanelle, c'est pas 2 poids, 2 mesures quand même. Mais on verra. On verra avec ce point de presse cet après-midi. Je voulais qu'on revienne sur, en fait, un peu par la bande, sur un sujet qu'on a fait plus tôt avec Richard Darvaux, donc le président de l'Association de la quincaillerie et des matériaux de construction, qui demande la fermeture des commerces le dimanche. Il nous a expliqué pourquoi. Je trouvais que c'était un peu une illustration d'un enjeu dont vous nous avez déjà parlé, le manque de main-d'œuvre dans le commerce au détail.
Hein, on voit à Montréal, on voit cette épicerie Milano là, qui fermera, elle, le lundi par manque de personnel. Exact. Et si vous faites le tour du Québec, vous allez voir que dans plusieurs cas, les commerces, surtout dans le domaine de la restauration, ont diminué leur journée d'ouverture ou leurs heures d'ouverture. C'est la même chose pour le commerce de détail. En fait, ce sont des entreprises qui offrent des salaires quand même qui ne sont pas dans le haut de l'échelle, qui sont dans le bas de l'échelle. Or, il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, ils ont de la misère à recruter. Il faut s'attaquer à la base à ce problème-là avant de discuter peut-être des effets puis des autres mesures compensatoires. Et à mon avis, je trouve ça très important de regarder les données. J'ai regardé les données, les dernières données que j'avais, c'était celles au 15 juin, sur, par exemple, les demandeurs uniques de prestations canadiennes de relance économique, la PCRE, autrefois appelée la PCU. Il y a au Canada 2 millions de personnes qui sont là-dessus, dont 348 000 ou en fait un peu plus de 340 000 au Québec seulement, dont 55 000 ont moins de 25 ans. Alors imaginez-vous là, tout ce groupe d'individus qui sont actuellement, qui reçoivent une prestation et qui, normalement, devraient être à la recherche d'emploi. Il y a des emplois disponibles à des salaires qui ne sont pas toujours les plus élevés. Donc, ils regardent la PCU ou le programme de relance économique et ils disent, je suis mieux là-dessus. Et j'entends à la grandeur du Québec, dans tous les coins, cette problématique. Et je pense que le gouvernement fédéral, à qui, je dirais, il y a plusieurs commentaires qui lui ont été formulés dans le passé en disant, écoutez, il y a des gens qui en ont plus besoin dans les secteurs où c'est carrément fermé, mais quand les secteurs sont ouverts, il n'y a pas une raison là, d'avoir encore ce programme aussi généreux qui fait en sorte que beaucoup de gens préfèrent retirer à ce moment-là l'indemnisation plutôt que de se chercher un emploi. Ça va tellement loin que quand on regarde le nombre de prestataires au Québec, ça dépasse même le taux de chômage officiel annoncé. Vous savez, le taux de chômage, c'est dans le fond un sondage auprès des gens pour demander « Êtes-vous à la recherche d'un emploi ?» dans la population active? On a 6,6 % au Québec. Or, le nombre de personnes qui sont actuellement sur la PCU ou le programme de relance au Québec, c'est 7,7 % Alors, on voit que ça dépasse même le taux de chômage. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là. Il faut adapter les programmes qui étaient importants. Importants et qui le sont encore dans certaines catégories d'activités qui n'ont pas pu reprendre. On le comprend bien. Yves Thomas, je vais arrêter les choses là, tout simplement parce qu'on vient d'avoir un développement. On ne sera peut-être pas obligé d'attendre ce que Marc Bergevin a à dire, puisque Jeff Molson vient de publier un communiqué sur le site du Club de hockey canadien, dans lequel il dit, grosso modo, je lis en même temps que je vous le raconte, que à propos de la victime, il tient à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir en raison des gestes. Nous n'avons jamais eu l'intention de manquer de respect à l'endroit de cette jeune femme. Notre décision ne se voulait aucunement une caution de quelque manière que ce soit de la culture de violence envers les femmes. Et à propos de Logan Mailloux, il dit que c'est un jeune homme qui a commis une grave transgression et je crois que si je m'en vais un peu plus vers la fin, il dit « Nous encadrerons Logan dans son engagement et nous lui demandons de ne pas participer ni au camp des recrues, ni au camp d'entraînement cet automne. » Donc, peut-être que ce sera le point final à cette affaire. Merci beaucoup, Yves Thomas Dorval. Bienvenue. Bon plaisir. Midi Info avec Manon Globensky. On en parle depuis des semaines, voire des mois, les élections fédérales qui devraient, dis-je, être déclenchées avant la fête du travail. Le premier ministre Justin Trudeau est à la tête d'un gouvernement minoritaire et il demanderait à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement parce qu'il n'a plus de marge de manœuvre pour gouverner. Est-ce que la gouverneure générale doit automatiquement accepter cette demande? Il semble que le chef du NPD, Jagmeet Singh, croit que non et il a envoyé une lettre à Mme Simon à cet effet. Je vais en discuter des pouvoirs de Mme Simon avec Benoît Pelletier, constitutionnaliste et ancien ministre des Affaires intergouvernementales du Québec. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Est-ce que cette lettre de Jagmeet Singh à la gouverneure générale, vous diriez qu'elle est inusitée d'abord? Ah oui, sans aucun doute. D'abord parce que, en fait, il exprime tacitement dans cette lettre sa confiance envers le gouvernement. Je sais que M. Singh parle surtout de sa confiance
envers le Parlement. Il dit que le Parlement est fonctionnel. Mais tacitement, néanmoins, il réexprime par cette lettre sa confiance dans le gouvernement Trudeau. Oui, c'est ça. Donc, il dit que Justin Trudeau n'aurait pas raison d'aller faire valoir à Mme Simon qu'il n'a plus de marge de manœuvre pour gouverner. Ben, en fait, exactement. Lui est contre le déclenchement d'une élection au mois d'août, à titre d'exemple, ou en pleine pandémie, alors que la pandémie n'est pas encore chose du passé. Oui. Et il demande à Mme Simon de refuser une demande de dissolution de la Chambre si elle devait lui être présentée par le premier ministre Justin Trudeau. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne la dissolution de la Chambre, il y a 3 règles, dans le fond, qui s'appliquent et qui devraient guider la décision de Mme Simon. La première règle, c'est la suivante. C'est une question, en fait. Sommes-nous proches, à proximité, d'une élection générale qui viendrait, à titre d'exemple, d'être tenue? Oui. Dans le cas qui nous occupe, l'élection générale a eu lieu en octobre 2019. Bientôt, nous serons à 2 ans de cette élection générale. Alors, nous ne sommes pas en proximité d'une élection générale toute récente. Non, la prochaine n'est prévue que pour octobre 2023. Juste une précision. Oui, selon la loi sur les élections adaptées. Mm-hmm. La deuxième question, le deuxième paramètre, si je peux dire, au principe applicable, c'est est-ce que le premier ministre, lorsqu'il demande la dissolution, jouit ou non de la confiance de la Chambre? C'est sûr que si le premier ministre ne jouit plus de la confiance de la Chambre, la gouverneure générale a à ce moment-là une certaine marge de manœuvre, pour refuser sa demande de dissolution. Et la troisième règle, c'est la suivante. Est-ce que, dans le cas où la gouverneure générale refuse la demande du premier ministre, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la Chambre qui aurait la confiance de la Chambre et qui serait en mesure de gouverner pendant une durée de temps raisonnable? Alors ça, ce sont les 3 principes qui devraient guider Mme Simon par rapport à la situation qui est décrite dans la lettre de M. Singh. D'accord. Alors, la réponse à ces 3 questions, c'est non. Mais moi, c'est oui. M. Singh dit donc à Mme Simon qu'elle pourrait refuser. Ça s'est jamais fait, là. Moi, je ne connais pas d'instance où le gouverneur général ou la gouverneure générale ait refusé de dissoudre le Parlement. Ben, il y a eu dans l'histoire l'affaire King-Byng. Oui. Alors que M. Byng était le gouverneur général et il avait eu une demande de dissolution de la part du premier ministre Mackenzie King. Et il a refusé la demande de dissolution. Mais on était tout près des élections, là. Ah oui, absolument. C'est pour ça que ça revient au premier principe que je vous ai énoncé. Y avait-il des élections tenues récemment? Oui. Ou non? Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas eu d'élection toute récente. Et donc, voilà, qui devrait amener normalement Mme Simon à ne pas se poser de questions et à approuver la demande de dissolution de M. Trudeau. Mais en même temps, comme je le disais, il n'y a rien qui démontre que le gouvernement en place en ce moment n'a pas la confiance de la Chambre des élus, du moins d'une majorité des membres de la Chambre des élus, de la Chambre des communes. Et donc, en soi, même que M. Singh, dans sa lettre, comme je le disais au tout début, reconfirme tacitement sa confiance dans le gouvernement. Donc, la deuxième question, elle se répond par non également. Et la troisième question, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la Chambre qui, lui, aurait la confiance de la Chambre pour gouverner suffisamment longtemps pour assurer la continuité de l'État? Et la réponse est non, parce que ni M. Singh, ni le chef du Parti conservateur, ni le chef du Bloc québécois n'auraient la confiance de la Chambre pour gouverner demain matin. Alors, si Mme Simon donnait raison à M. Singh, évidemment, ce serait tout à fait inusité, comme vous le disiez au tout début. Si elle devait refuser la demande de M. Trudeau, à titre d'exemple, sa demande de dissolution,
elle aurait bien du mal à choisir un autre premier ministre. Oui. Donc, on se retrouverait sans gouvernement légitime à Ottawa. Voilà. Donc, on jase, là. Elle va avoir de la difficulté à refuser la demande. Ben oui, c'est sûr. Moi, à mon avis, même, il n'y a pas de question vraiment qu'elle puisse poser lorsque le premier ministre, après donc tout près de 2 ans, lui demande, dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, lui demande le déclenchement d'une élection. Il n'y a pas vraiment de question à se poser. Mais de la part de M. Singh, c'est quand même une démarche habile, oui, dire. Oui. Et s'il avait l'appui des 2 autres partis à Ottawa, j'entends par là le Parti conservateur et le Bloc québécois, eh bien, évidemment, ça ajouterait beaucoup de crédibilité à sa démarche. Benoît Pelletier, on est obligé d'arrêter ça là, mais je vous remercie beaucoup pour vos lumières. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et bien sûr ancien ministre du gouvernement du Québec. Merci encore. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Le midi, c'est l'info. On poursuit avec la chronique internationale d'Aurélie Lacassagne. Rebonjour Aurélie. Bonjour. Rencontre aujourd'hui des délégations russes et américaines à Genève, chez les Américains d'ailleurs. C'est quand même intéressant que les Russes se soient déplacés à la mission diplomatique américaine de Genève à propos de l'arsenal, de leurs arsenaux nucléaires respectifs. Un signe encourageant quand même. Donc, on commence tout ça dans de bonnes dispositions. Oui, puis vous l'avez dit, c'est quand même un symbole diplomatique important que les Russes se déplacent dans la mission américaine. Alors ça s'explique aussi, ces négociations, par le fait que le dossier nucléaire, c'est considéré par Joe Biden comme une priorité. Il l'avait montré dès son entrée en poste en signant la prolongation du traité New Start sur la limitation des armements nucléaires, des négociations qui étaient au point mort à cause de l'obstruction de Donald Trump. Aujourd'hui, on n'a pas le menu des discussions, mais de façon générale, on pense que ça va être une façon d'enclencher un nouveau processus de négociation sur le nucléaire, rendu bien nécessaire par les nombreux changements intervenus ces dernières années sur la scène mondiale. C'est vrai qu'il y a des changements sur la scène internationale, mais il y a aussi des remises en cause des traités qui existent depuis très longtemps sur les armes nucléaires. Oui, tout à fait. Notamment, un des gros problèmes, c'est celui des forces nucléaires à portée intermédiaire. Le traité sur ces forces, le traité FNI, qui avait été signé en 87 et qui prévoyait l'élimination de tout type de missiles sol ayant une portée de 500 à 5500 km. C'est un traité qui avait commencé à être contesté par Moscou et puis Donald Trump est arrivé avec l'intention de se retirer de ce traité en disant que les Russes ne le respectaient pas. Il avait enclenché le processus de retrait américain en février 2019. Les Russes avaient répliqué en disant qu'eux aussi, ils allaient se retirer. Le traité est donc mort depuis 2 ans. Et puis, il reste que le traité New Start dont j'ai parlé, en vigueur jusqu'en 2026 simplement. Donc, c'est demain. C'est un traité de limitation. Et ce que beaucoup d'observateurs espèrent, c'est que ce nouveau round de négociations qui débute aujourd'hui mène à des traités qui visent à une réduction importante des armements nucléaires des 2 grandes puissances. Mais on parle de discussions bilatérales, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que la Chine soit aussi... là, puisqu'elle développe son arsenal nucléaire. Oui, c'est effectivement le problème substantiel dans ce dossier. On a du mal à s'empêcher de penser que la Russie et les États-Unis ont du mal à prendre acte que le monde a changé, qu'on n'est même plus dans l'après-guerre froide, mais bien dans une nouvelle ère où la Chine affirme clairement sa volonté d'être une superpuissance complète. Toutes ces actions depuis une décennie, depuis l'arrivée de Xi Jinping, en fait, vont dans ce sens. Et ça passe par le développement, effectivement, de son arsenal nucléaire. On en a parlé brièvement au début du mois avec ces photos de silos près de Yumen, abritant vraisemblablement des missiles balistiques intercontinentaux. Et puis aujourd'hui, un nouveau rapport publié qui fait état de nouvelles images satellites montrant un nouveau champ de silos, cette fois-ci dans la partie orientale du Xinjiang. Donc la Chine n'a que très peu de têtes nucléaires comparé à la Russie et aux États-Unis. Washington a déjà fait plusieurs demandes pour que Beijing se joigne aux pourparlers sur le nucléaire avec la Russie. Pour l'instant, les Chinois affirment qu'ils sont prêts à dialoguer, mais sur une base de respect mutuel et d'égalité, 2 conditions qui, selon eux, ne sont pas encore remplies. Oui. Vous parlez de dialogue, Aurélie, mais quand on a discuté hier de la nature de la politique étrangère américaine, vous nous avez dit que le dialogue était un outil important pour Joe Biden dans sa stratégie diplomatique, mais en même temps
qu'il fait des déclarations assez dures là, envers la Chine notamment et la Russie. Et la Russie, et surtout aujourd'hui, cette déclaration que Biden a faite, qui vient en fait amender la doctrine militaire américaine, tout simplement, où il a déclaré qu'une cyberattaque massive visant les États-Unis pourrait provoquer une réaction militaire de la part du pays. C'est quand même assez important comme déclaration. Alors, ça n'invalide pas l'importance du dialogue, parce que c'est toujours une bonne idée de mettre sur la table certaines lignes rouges pour imposer, si vous voulez, le cadre des discussions. Par exemple, cette semaine à Genève, les deux délégations vont sûrement parler de leurs irritants. Alors, des deux côtés, on s'inquiète des développements technologiques en matière d'armement. Et puis, l'administration Biden croit aussi que la Russie effectue de petits tests nucléaires en violation du moratoire international. Tout ça va sûrement être au menu des discussions. Et puisqu'on parle de nucléaire, parlons un peu de la Polynésie française, où Emmanuel Macron est de passage et il avait un discours très